Bon, en tout cas, déjà, on est très contente et on aimerait que tu nous donnes un jour par semaine. Attends, mais là, on coupe du Ou par 2 semaines. J'ai dit, elle a pris de date. J'ai pris ce que tu il y a 2 semaines, dans 2 semaines, parce que bon, on verra. Tu pourras pas. On verra. On se parle, on se parle. Allez, si je veux. Est-ce que d'abord vous êtes prête pour un cours de haute folie? Ouais. De haute voltige. Il y a vraiment. Il va falloir rester concentré du début à la fin parce que on va voir des choses très profondes, très utiles et très passionnantes. Ok? Alors en fait, on va parler d'un thème qui est surmonter ses frustrations. Pourquoi c'est très important d'apprendre à surmonter ses frustrations? Parce que dans tous les domaines de notre vie, eh ben, il n'y a rien qui est facile. Et donc forcément, il y a toujours des moments où ça peine, où c'est difficile, où tu es frustré, où ça avance pas, etc. Et donc si tu n'apprends pas à surmonter tes frustrations, en fait, tu vas au bout de rien. Que ça soit dans des choses bêtes comme un régime, d'accord? Je t'ai fixé le régime, et forcément c'est frustrant, il y a des moments où tu ne dois pas craquer, et tu vois le gâteau, et ceci, et cela, et hop, tu craques. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à surmonter quoi? Ta frustration. Ça, c'est des domaines tout bêtes, mais en vérité, dans la carrière, c'est comme ça. Tout projet professionnel, et ben forcément, à un moment, ça demande de prendre sur toi. Dans le couple, avec les enfants. En vérité, tu te rends compte que toute ta vie, elle est comme ça. Et même nos enfants, notre enjeu principal, c'est de leur apprendre justement à aller de l'avant et à pas s'arrêter, à pas se décourager à chaque fois que c'est trop difficile. D'accord? Et d'ailleurs, il y a des gens, il y a des psys qui disent que c'est une génération, alors qu'ils ont tout, c'est la génération la plus frustrée de l'histoire. Parce que justement, du fait que tout est tellement facile, bah, dès qu'il y a une difficulté, ah bah non, on n'arrive pas, on fait la toupie dans le supermarché parce que maman, elle veut pas nous acheter le Kinder et du coup tu craques, allez bon d'accord, on y va. Alors que là, c'était le moment de justement l'exercer à surmonter cette frustration. D'accord? Alors, on va parler de 2 femmes, de Rachel et de Léa, et on va expliquer comment ces 2 femmes qui sont vraiment destinées à 2 vécus tellement différents, eh bien, ont elles eu leur lot de frustration, c'est ce qu'on va voir, et en fait, comment elles ont réussi à pulvériser toute l'idée du découragement, du manque de motivation face à ça. D'accord? Chacune à sa manière a appris justement à gérer ses frustrations, prendre sa vie en main et prendre son destin en main. D'accord? Alors je vais vous raconter succinctement l'histoire de la paracha. D'accord? Après on va rentrer en focus sur Léa, en focus sur Rachel et ensuite on va expliquer toutes les leçons ensemble qu'elles nous apprennent. Ok? Vous êtes prêtes? On vient de commencer. On vient de commencer. Oh, quelle sroute! Quelle sroute! Oh là là! Ça va? Merci d'être venu. Allez! Ça va pas, Sarah? Donc Sarah, on va parler de Rachel et de Léa, comment elles ont appris à gérer leur frustration. Génial. T'es d'accord? Oh. Allez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte succinctement la paracha ce qui se passe. On a Yaakov qui a pris la bracha à son frère Esav, ça vous savez. Et donc, il est forcé de s'enfuir. Pourquoi? Parce que Esav est furieux contre lui et il veut le tuer. Alors, pas comme quand tes enfants ils te disent « Ah, je veux le tuer !» Non, lui, il veut vraiment le tuer. Donc, Yaakov n'a pas d'autre choix que de s'enfuir. Il part à Haran, d'accord? Et sa mère, Rivka, avant qu'il parte, lui dit « Regarde mon fils, tu sais que de toute façon, là, tu dois partir. Eh bien, c'est très bien. À Haran, j'ai un frère, il s'appelle Lavan, et lui, il a 2 filles. Donc, vas-y, et voilà, fais d'une pierre 2 coups, peut-être que là-bas, tu vas trouver ton mazal, tu vas trouver ta kala. Ok? Et donc, c'est ce qui se passe. Il part, et il arrive à Haran. Bon, alors, on est avant l'ère des réseaux sociaux. Donc, tu veux chercher Lavan, tu veux chercher Rachel, tu veux chercher Léa. Tu peux pas chercher sur... voilà, je sais plus quoi d'ailleurs. Sur Google. Sur Google. Donc, qu'est-ce que tu fais à l'époque? Tu vas sur la plage du village, d'accord? La plage du village, là où il y a le puits. Et donc, il va et voit les bergers. Ils disent, est-ce que vous connaissez Lavan? Et là, ils disent, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, eh bien, il a 2 filles, Lavan, ok? Et donc, il voit une de ses filles, justement, qui arrive au puits. Amen. Une des filles qui arrive au puits, c'est Rachel. Et il va tout de suite reconnaître que, eh bien, lui et elle ont un destin commun. Il y a quelque chose de très très fort qui se passe au moment de la rencontre. Et en fait, il sent qu'il est destiné avec elle à créer le Ham Israël.
D'accord? Et donc, elle l'emmène pour lui présenter son père, Lavan. Et là, du coup, il fait la présentation de la famille. D'accord? Et on nous parle des deux filles de Lavan. Pas seulement Rachel, mais Rachel et Léa. Et regardez comment on les présente. Il y a écrit Ve eine Léa Rakot, Ve Rachel aita fat toar ve tovat mare. Alors, voilà les deux filles de Lavan. Tu dis, ah ok, alors c'est quoi la description? Une, elle a les yeux tristes. Et l'autre, elle est très belle. On est très très embêté par cette description qui a l'air non seulement superficielle, mais très dévalorisante pour Léa. D'accord? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Vous savez que, eh bien, Yaakov va lui dire, moi je veux travailler pour ta fille, pour Rachel. Lavan lui dit, il n'y a pas de problème, tu dois travailler 7 ans pour pouvoir te marier avec elle. Il travaille 7 ans, il est motivé. Sauf que, vous savez très bien que le jour de la choupa, eh bien, Lavan le fourbe, il intervertit son autre fille, et finalement, Yaakov se retrouve marié avec Léa. Quelques jours plus tard, alors que donc, le lendemain, Yaakov se rend compte de la supercherie, d'accord? Eh bien, Lavan lui dit, mais pas de problème, tu peux épouser aussi Rachel, d'accord? Et donc, en fait, Yaakov va quelques jours plus tard épouser également Rachel, et il se retrouve marié avec, donc déjà 2 femmes, qui de surcroît sont 2 sœurs. Ah, quelques jours ou quelques jours, non, 7 jours plus tard, et ensuite pour elle, il travaille 7 ans. En tout, il travaille 14 ans, mais en fait, ça se passe à peu près en même temps. Exactement. J'ai cru qu'il lui avait dit que non, il n'attend pas 7 ans, il attend quelques jours. C'est là les Sheva Brachot ou aucun rapport? Peut-être, monsieur. Possible que ce soit une des références. Ah ouais. En tout cas, c'est toujours... Alors, quand je fais un cours, on fait un cours sur Rachel et Léa, Vayetse, etc. Il faut toujours qu'on mette l'affect de côté. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se projeter en tant que femme, ça nous dérange, on est mal. Et je comprends, d'accord? Mais ce que je vous dis, c'est que essayons de mettre l'affect de côté, vraiment se concentrer, on va dire, cérébral, pour pas passer à côté des leçons qu'elles vont nous léguer. D'accord? Alors, justement, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir cette histoire, mais on va la voir à chaque fois avec un zoom. Premièrement, un zoom sur Léa et après un zoom sur Rachel. Ok? Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va commencer par cette histoire de description. Où on nous dit que Léa, elle a les yeux tristes et que Rachel, elle est très belle. En vérité, il nous dit Rav Yeshurun, c'est pas une description physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles étaient jumelles. Et elles étaient aussi belles l'une que l'autre. Mais quoi? Mais Léa avait les yeux tristes. Alors, on ne parle pas d'une description physique en mode elle n'avait pas de mascara, d'accord? On parlait du regard qu'elle portait sur la vie. Elle avait un regard sombre. Elle avait un regard angoissé. C'est-à-dire, quand tu la voyais, tu voyais le masque de l'angoisse. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis petite, Léa, eh bien, on avait fait, entre guillemets, une sorte d'arrangement entre les familles. Elle savait qu'elle avait des cousins là-bas en Eretz Kenan, en Israël. Et toujours on disait, ah toi Léa, tu vas épouser le grand, parce que tu es la grande, tu vas épouser Esav, d'accord? Et toi Rachel, tu vas épouser Yaakov. Elle est contente, c'est bon, elle se dit, j'ai déjà un chidour déjà petite, l'histoire elle est réglée. Sauf que quoi? Vous vous rappelez, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc où est-ce qu'elle va? Elle va, il est marqué Al Parashat Drachim, elle va à la croisée des chemins, pour savoir, mais c'est qui mon Khadad? C'est qui? Et là on dit, ah c'est toi qui es destiné à te marier avec Esav? Bah oui, pourquoi il y a un problème? Non, rien. Vous connaissez pas ça? Non. Mais dis-moi! Non, je veux pas dire du lachonara. et en fait, on lui dit, bah écoute, je suis désolée de te dire ma chérie, mais c'est un mafieux, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est une horreur ce type. Ah, ok. Donc, en fait, depuis petite, elle sait qu'elle est prédestinée à une vie horrible. Et donc, en fait, on ne parle pas de son regard, d'accord? Mais on parle de la perspective qu'elle a sur son avenir, sur son vécu. D'accord? Elle a un regard sombre parce qu'elle se dit, mais ma vie, elle va être horrible. D'accord? Et Rachel, quand on dit qu'elle est belle, alors il dit Rav Yeshurun, et bien justement on parle de son regard, elle a un regard positif, elle a un regard optimiste, elle est très souriante, elle est très sûre d'elle-même, Rachel. D'ailleurs elle est bergère, d'accord? C'est comme si tu dirais, elle gère la start-up de son père, à l'époque, il n'y avait pas de femme bergère, d'accord? Donc elle est très inspirante, Rachel. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait on lui dit, bah toi tu vas épouser le tzaddik, tu vas épouser le Yaakov. Imagine,
une fille petite, on lui dit regarde, toi tu vas épouser le fils de Baba Salé. Ah bah écoute, détente, moi je suis voilà. Et ben oui, évidemment que la petite elle joue à la marelle, elle est contente, elle est truc. Bon, d'accord, forcément. Donc quoi? Donc Rachel, encore une fois, souvenez-vous, on parle pas des yeux en tant que tels. Bonjour. On parle pas des yeux. On parle du regard. D'accord? On parle de Rachel et de Léa. D'accord? Léa, dès plus petite, ce qui lui a construit son intériorité, c'est une angoisse. D'accord? Elle a le regard sombre, ce qu'on a expliqué. Rachel, par contre, eh bien, elle a un destin très prometteur, contrairement à Léa. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle a autant de joie de vivre. Pourtant, qu'est-ce qui va lui arriver, Rachel? Ben, on va voir qu'en fait, à chaque fois, malgré un destin prometteur, à chaque fois, en fait, elle va passer à côté des occasions. D'accord? Elle doit se marier. C'est sa soeur qui rentre la roupa. Elle se dit, bon, ok, là, ça y est, je suis mariée avec l'autre sadique, je vais être maman. Tu parles, tu vas être confrontée à l'infertilité. Et là, elle donne naissance à Binyamin. Elle meurt en lui donnant la vie. Même son kéver, même là où elle est enterrée, c'est en chemin. Comme si elle n'a pas pu arriver en fait là-bas. À chaque fois, elle est bloquée en fait. Elle est bloquée. D'ailleurs, si vous regardez Kéver Rachel sur Wikipédia, on vous dit que c'est en Palestine. Ouais, c'est vrai. La pauvre, alors, elle est même pas, sur Wikipédia, elle est même pas en Israël, quoi. C'est pas juste. Israël, c'était la Palestine. Oui, mais. Le nom. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est comme si elle ratait toutes les occasions de sa vie et à chaque fois, en fait, elle restait bloquée en chemin. Vous avez compris? Donc, en fait, Rachel et Léa, elles symbolisent deux grands types de frustration. Le premier, c'est quoi? C'est Léa, c'est ma chérie, tu vas jamais y arriver. Avec ce que t'es, avec ton physique, avec ta famille, avec ta situation, avec ton âge, avec ton truc, avec ton machin. Franchement, laisse tomber d'avance, quoi. C'est le découragement. D'accord? Ça veut dire, là, ce qu'on me présente, je sens que je vais jamais y arriver. Et on te décourage. Ça, c'est Léa. Grosse frustration. Et gros découragement. Et Rachel, c'est quoi? En fait, c'est le contraire. C'est pas que je regarde en avant, mais en fait, je regarde en arrière. Et j'ai le sentiment d'avoir tout raté. C'est le regret. J'aurais dû. Je m'en veux. J'aurais pas dû faire comme ça. Et pourquoi? Et comment ça se fait que ça aurait dû, mais finalement, j'ai pas réussi. Et donc, elle pourrait s'en vouloir. Ça veut dire qu'il y en a une qui pourrait dire, écoute, je jette l'éponge d'avance. Et il y en a une qui pourrait se ronger à chaque fois de regrets et de remords. Et en vérité, c'est nos deux grandes frustrations dans la vie. Je viens de dire, c'est même nos pires ennemis, c'est nos sources d'insomnie. Le regret. Bon, en général, pourquoi tu te réveilles la nuit? Tu te réveilles pourquoi? Parce que j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû faire ça. Non mais là, j'aurais pas dû. J'aurais dû lui envoyer mon CV. Pourquoi tu te réveilles la nuit pour ça? Ou alors pourquoi tu te réveilles la nuit? Ça va pas se passer. Comment il va faire avec cet enfant? Comment je vais faire avec ça? Comment je vais faire avec cette copine? Comment je vais dire à ma belle-sœur que... Comment... D'accord? Donc quoi? Mais en fait, vous allez voir les deux, elles vont me donner des... Mais quand je vous dis des clés de vie, mais exceptionnelles. J'espère que vous êtes bien réveillés, hein, parce que vraiment, c'est un coup, il faut rester concentré, comme je vous ai dit, du début à la fin. Alors, premièrement, comme je vous ai dit, on va faire le zoom sur Léa. Alors... Comme je vous ai dit, donc, elle, finalement, elle se retrouve projetée sous la roupa avec le tzaddik. Et on pourrait se dire, bon, Lili, Mazal Tov, Léa, t'es au top. Sauf que quoi? Sauf que vous avez bien compris que Yaakov a accepté ce mariage. Mais forcément, il n'est pas, j'ai envie de dire, investi émotionnellement dans cette relation. Il ne s'attendait même pas à ce que ce soit elle sous la roupa. Donc, ok, il a dit, d'accord, j'ai compris. Forcément, c'est que Akadosh Baruch Hu veut que je crée le Ham Israël aussi avec Léa, mais entre guillemets, le cœur n'y est pas vraiment, en tout cas au départ. Et même elle, c'est la façon dont elle va exprimer sa frustration, justement. Elle va l'exprimer dans déjà le nom de ses enfants. Imaginez, on arrive 9 mois plus tard, après le mariage de Léa. Donc toi, tu étais là, tu dis, ah, Lili, Mazalta, Bekare Shemo Israël. Réhouven, ah c'est joli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem a vu que je suis détestée. Ok, d'accord, on va manger les petits fours. Allez viens Léa. C'est dur. Et
il y a marqué que Hachem, il voit qu'elle est détestée. Alors nos sages nous expliquent que non, Yaakov, c'est pas qu'il la déteste. Pras Shalom. Mais c'est le sentiment que Léa elle a. Ça veut dire que c'est un sentiment qu'elle a, et ce sentiment-là, la Torah elle le valide. Ça veut dire que c'est indéniable que Léa elle se sent pas aimée. D'ailleurs, entre parenthèses, on apprend une chose très très importante dans ça, que dans les relations de couple, dans les relations avec les enfants, un enfant s'il ne se sent pas aimé, il se sent détesté. Il n'y a pas genre de, tu sais, non mais écoute ma mère, je pense qu'elle m'aime pas vraiment, mais voilà. Non. Si un enfant il n'a pas l'amour de sa mère, il se sent rejeté. C'est ça ou ça. Et là c'est pareil. Ça veut dire, oui, il l'aime, d'accord, mais c'est pas l'amour fou. Bah du coup, hop, on vire. Il n'y a pas de parvé, d'accord, on est passé dans quoi? Mais elle se sent rejetée. D'accord? Donc, et ça c'est pareil dans tout, ça veut dire, la Torah elle vient vraiment valider le sentiment que les êtres humains ils ont. Ça veut dire, imaginons un enfant qui dit oui, moi je sens que maman elle m'aime pas, etc. Alors bien sûr que cette mère elle l'aime, mais comme il est arrivé le sandwich dans une fratrie, qu'en plus elle s'attendait pas forcément à ce qu'il arrive au monde, vous voyez ce que je veux dire? Alors du coup, eh ben, les démonstrations d'amour étant manquantes, pour raison X, Y ou Z, d'accord, peu importe, l'enfant en tout cas c'est ça ce qu'il ressent. Maman elle m'aime moins. Ou alors les aînés, c'est très chez les aînés, maman elle n'est jamais satisfaite de ce que je fais. Pourquoi? Parce que les aînés souvent on attend beaucoup d'eux. Mais oui on est satisfaite bien sûr. Mais lui il sent qu'il a une charge sur les épaules. Il dit mais quoi que je fasse, elle sera jamais assez contente. Et vous comprenez ou pas? On est vraiment dans cette idée là. Ça veut dire elle vient et elle te dit c'est indéniable que Léa elle sent un manque d'amour, et du fait qu'elle sente un manque d'amour, elle se sent rejetée. D'accord? Donc on continue. Allez, Aouda, 9 mois plus tard, rebelote, on va à la brite. On est un peu angoissé, on se dit qu'est-ce qu'elle va nous sortir là? Oulala, Léa. Alors, elle dit, carré, Shemo Israël, Shimon. Ah, Shimon, c'est joli. Qu'est-ce que ça veut dire? Shimon, ça veut dire que Hachem, il a entendu. Ah, il a entendu quoi? Il a entendu que je suis détestée. Oh là là. Elle s'arrête pas. Alors, c'est pas qu'elle s'arrête pas, justement. Tu vas voir, Jenna, c'est très fort. En fait, elle est dans un constat. Elle se voile pas la face. Elle dit, ok, les données de base, elles sont pas encourageantes. Elle a l'habitude, Léa. On l'a déjà dit. Ouais. Donc les données de base avec Yaakov ne sont pas encourageantes. Mais moi, je me laisse pas décourager. Je constate, c'est vrai que je suis pas aimée, d'accord? Elle n'est pas dans un déni ou quoi que ce soit. Elle extériorise ses frustrations. C'est très important d'extérioriser ses frustrations. Avant de les gérer, il faut déjà les exprimer. On est d'accord? Donc elle le fait. Et nous dit le Midrash que dans le Eshet Raïl, Léa, elle est Darsha Tsemer ou Fishtin. C'est quoi Darsha Tsemer ou Fishtin? C'est que la Eshet Raïl, elle va chercher le lin et la laine. Alors, de quoi on nous parle? Alors en fait, je vais vous expliquer, c'est très simple. On nous dit que Léa, elle a, par définition, elle prend sa vie en main. Elle se gère. Et pourquoi on parle de lin et de laine? C'est très simple. La Gemara dans Yevamot, elle dit comme ça, elle dit que normalement, à l'époque, les hommes, ils apportaient les matières premières et les femmes, elles tissaient. On est d'accord qu'il n'y avait pas de Zara, il n'y avait pas de H&M, il n'y avait pas de... quoi comme marque? Très nul moi. Shane, c'est tout ce que je connais. Et donc, il n'y avait pas du prêt-à-porter. Donc, c'est comme, tu peux pas faire, tes enfants ne peuvent pas manger si tu n'as pas fait à manger, tu n'as pas cuisiné. De la même façon, à l'époque, la famille ne pouvait pas s'habiller si la mère, elle tissait pas. D'accord? Donc, il y avait une répartition des tâches. Vous me suivez? Oui? Et donc, lui, il devait ramener les matières premières, comme le lin, comme la laine, comme le coton. D'accord? Ça, c'était l'homme. Et la femme, elle, une fois qu'elle a sa matière première, alors elle fait son boulot. Elle fait sa tâche qui est de créer du tissu, de créer à partir du tissu, de créer le vêtement. D'accord? Alors, le Talmud vient et nous dit, regarde, je vais t'expliquer. Si lui, il a failli à ses responsabilités, ça veut dire, il n'a pas été chercher le tissu, alors elle est exemptée de tisser. On va pas lui demander en plus d'aller chercher le tissu. Il n'a pas fait, elle n'est pas obligée de faire.
D'accord, vous me suivez? Alors on te dit, Léa, elle est Darchat, ses mères ou Fichtine, elle va quand même chercher le lin et la laine. Elle dit, ah bah, écoute, il a pas fait, eh bah tant pis pour lui, il y aura pas. Elle a besoin de personne. Non, elle dit, regarde, ça change rien, moi je veux trouver une solution. Moi je veux que mes enfants ils soient bien habillés. Lui il a pas fait, c'est son problème. Moi je vais faire à sa place. Ça veut dire, Léa, elle te dit, regarde, ne cherche pas à chercher des coupables, pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est de sa faute que... On aime bien faire ça, d'accord? C'est à cause de lui que j'y arrive pas, c'est à cause de ça que ça marche pas, c'est de sa faute si ça fonctionne pas, bah du coup je peux rien faire. Mais non, elle te dit, ne cherche pas des coupables, eux c'est leur problème. Toi, cherche des solutions. Et demande-toi qu'est-ce que toi tu peux faire. Tu veux être heureuse? Là, prends-toi en main ma chérie. Prends-toi en main. Parce qu'il n'y a que toi qui peux fabriquer ton bonheur. Comme l'Aïcha elle tisse le vêtement, mais toi aussi, tu vas tisser ton bonheur et tu vas attendre personne. Hein? Comment on voit que Léa a fait ça? Le Midrash il dit ça, il dit que elle est Darchat, ses mères ou Fichtine. Ça veut dire c'est un état d'esprit. C'est pas forcément qu'elle a été chercher le lin et la laine. Dans sa vie, comment on voit qu'elle... C'est ce qu'on est en train d'expliquer, c'est ce que je vais expliquer maintenant. D'accord? En gros, je vous dis que là, elle constate, mais elle se laisse pas décourager. Elle dit, lui, ok, il n'est pas investi émotionnellement, mais c'est pas grave, moi je vais tout faire pour créer une relation d'amour avec moi. C'est ça en fait qu'elle se dit, ok? Et donc, elle se dit, mais moi je vais fabriquer mon bonheur. Parce que je vais pas attendre des autres qui le fassent à ma place. D'accord? Comme elle dit, Imam Mizrahi dans un cours en anglais, j'étais mort de rire, elle fait, don't wait for your husband to make you happy. Ne l'attends pas qu'il te rende heureuse. Il va pas le faire. Il faut que tu le fasses toi, il faut que tu danses dans puisqu'elle a dit, il faut que tu chantes sous la douche, il faut que tu danses, il faut que tu sois capable de rigoler. Après tu parleras de lui déjà. Mais regardez comment c'est vrai. La semaine dernière, j'ai rencontré une jeune fille, enfin une jeune femme, d'accord, et qui, donc moi je connaissais en fait les parents et elles sont plusieurs sœurs, d'accord. Et en fait, elle est dans la fratrie, je sais plus, 2e ou 3e, et toutes les sœurs se sont mariées avant elle. Et elle s'est traînée, on attendait, à chaque fois on croisait son père alors et tout, Medrat Hashem et tout, on faisait des tfilotes, etc. Et je l'ai croisée la semaine dernière, et j'étais trop contente de la voir, mariée, des enfants et tout. J'avais entendu qu'elle s'était mariée, mais j'étais contente d'avoir le fin mot de l'histoire. Je dis, qu'est-ce qu'on a prié pour elle? Je sais. Et elle me dit, écoute, en fait, à un moment, j'ai compris qu'il fallait que j'attende personne. La chatranite, celui qui te dit je vais te faire un date, le truc, le machin. Elle a dit, regarde, je t'explique. Elle vient d'une famille orthodoxe, hein, d'accord? Elle dit, tous les jours, je prenais le train de Jérusalem à Tel Aviv, parce qu'elle travaillait à Tel Aviv. Maintenant, quand tu prends ce train du matin, là, en général, c'est à peu près les mêmes gens dans le train. Genre, celui de 7h37, en fait, tu vas retrouver les mêmes gens tous les jours. Elle a repéré un garçon dont elle avait entendu parler. Et en fait, elle s'est dit, mais je vais pas attendre qu'on me... Peut-être je connais quelqu'un qui le connaît, qui va lui parler. Elle est venue le voir, elle lui a dit, j'ai entendu que tu organises des Shabbats, des ambiances, est-ce que tu peux me dire la prochaine fois? Genre elle m'a dit, j'allais mourir. Genre j'étais comme ça et tout. Et il a dit, ouais, pas de problème. Maintenant, il lui propose, donc 3-4 fois, surtout les ambiances, barbecue, machin, je sais pas quoi. Bon. En fait, au bout de 3-4 fois, elle dit, il a toujours pas compris. Alors, du coup, elle fait, de nouveau, elle me dit, c'est comme ça. Je viens le voir et je lui dis, en fait, je voudrais qu'on se date. Elle lui a dit, ouais, elle m'a dit, j'allais mourir. Genre, j'allais. Ouais, c'est vrai, c'est magnifique. Mais elle a dit, je vais pas attendre les gens. Et lui, il était là, genre, ils attendaient pas. Alors, il lui a dit, je peux te donner ma réponse dans 2 jours. Genre le truc horrible. Ouais. Horrible. Genre je suis rentrée, j'étais dékiffée, décomposée. Elle m'a dit, j'ai compris, il n'y a que comme ça que je peux m'en sortir. Je vais pas attendre les autres. Au bout de 2 jours, il a dit, bah écoute, ouais, je veux bien. Et bah au Hachem, ils ont daté. Et ils se sont mariés. Donc, et elle m'a dit, mais si j'avais attendu les autres, ouais, elle m'a dit, si j'avais attendu que ça vienne des autres, je serais encore en train d'attendre. C'est vrai. C'est ça une Léa. Bon, et vous allez voir, c'est ce qu'elle... C'est Hachem qui attendait. Bien sûr, mais Hachem, il peut pas... C'est ça, il peut pas te faire réussir si toi, t'as pas initié quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, elle dit, écoute,
Il n'y a que moi qui peux m'occuper de moi. Comme il dit Hillel, Azaken, Im Enani Limili. Si moi je ne suis pas pour moi, si moi je ne m'occupe pas de moi, mais personne ne va s'occuper de moi à ma place. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va passer. Même quand ça belle, j'ai pas marqué pourquoi. Alors, on va Je pourrais lui faire remettre la caméra. on va passer. Du coup, tu vas sûrement refaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va voir comment elle va créer une relation avec son mari à travers le nom de ses enfants, justement. Elle va avoir un troisième enfant. Et comment elle va l'appeler? Elle va l'appeler Lévi. Pourquoi elle l'appelle Lévi? Ben en fait, je vous explique. Elle se dit, ah, 3 enfants, j'en ai un là, le troisième, bah du coup, forcément, j'ai besoin de mon mari, il m'aide. C'est lui qui va prendre la yo-yo. Moi, j'ai un là, et lui va prendre le troisième. Lévi, ça veut dire les lavotes, accompagner. Ah, enfin, je ne vais pas être seule quand je vais faire toutes ces démarches, quand je vais amener les enfants à la guina, etc. Mon mari va m'accompagner. Ouais, d'accord, Léa, t'es mignonne, mais c'est un peu superficiel, ça veut dire qu'il t'accompagne parce que, entre guillemets, maintenant, il n'a plus le choix. Mais c'est pas qu'il y va forcément de son propre gré ou qu'il a forcément envie. Et c'est pas grave. Mais moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Il va passer du temps avec moi. Ben, je vais en faire en sorte que ce temps, il soit agréable et qu'il s'attache à moi. C'est bon. Ensuite, elle va avoir un autre Mais dis, enfant. ferme la porte. Ah Comment non. il s'appelle? Comment elle va l'appeler son enfant, le quatrième? Yehuda. Yehuda, c'est merci. Elle appelle son fils merci. Ça veut dire elle est en train de voir que ça paye, que ça marche. Yehuda, merci Hachem, je suis en train de vraiment créer quelque chose de fort. Ensuite, comment elle va l'appeler, le cinquième? Asher. Asher, Ocher, le bonheur. Elle appelle son fils bonheur. Bonheur, va me chercher les couches, s'il te plaît, pour... bonheur. Asher. Pourquoi il appelle Asher bonheur? Parce qu'elle voit que Hachem, il est Méhacher. Méhacher, c'est il valide. Il lui fait réussir. Il dit, regarde Léa, je vois tous les efforts que tu fais pour construire ton couple. Et en fait, je t'envoie la réussite, comme tu as dit. C'est Hachem qui nous envoie la réussite. Pourquoi ça la rend heureuse? Parce qu'elle comprend que ce qu'elle fait dans ce monde-ci, c'est pas elle, c'est lui. Mais c'est lui qui valide toutes les démarches qu'elle entreprend. Et elle en tire un bonheur infini de goûter le fruit de ses efforts et de voir que ça marche. Elle est en train de créer de l'attachement avec son mari, comme la Darshat Semer ou Fichtine. Elle tisse quoi? Elle tisse sa relation. Elle tisse sa relation avec son époux. Ensuite, elle a un autre enfant, Issachar. Issachar. C'est un enfant qu'elle a eu après encore une démonstration d'amour, où elle lui dit, cette nuit, tu dors avec moi. C'est très osé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure avec cette femme qui va dans le train et qui lui dit je veux... Là, elle lui dit des choses, elle lui dit ça. Elle se met à risque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle dit mais c'est que comme ça que je vais y arriver. Et elle a un enfant qui est né de cette union. Comment elle appelle? Issachar, Yesh Sachar. Il y a une récompense, il y a une réussite. Ça marche. Yesh Sachar. Et regardez le dernier, comment elle appelle? Zevulun. Allez voir Rachid sur Zevulun. Regardez, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ça veut dire quoi Zevulun? Ça veut dire Hachem m'a accordé comme un don précieux pour mon mari. Oh. C'est-à-dire, elle est passée de c'est moi qui ai trop de chance de l'épouser à c'est lui qui a trop de chance de m'épouser. Est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce qu'elle a réussi à créer les A? Alors que les données, elles étaient, comme je vous ai dit, mais décourageantes de chez décourageantes. Mais c'est elle, depuis petite, elle a dit, moi, je ne me laisserai pas décourager. Et moi, je vais susciter le bonheur. D'accord? Et elle est artisan de son propre bonheur. Elle a compris qu'elle ne va compter sur personne d'autre que sur elle et Hachem, en fait. Même pas sur son mari. Lui, il se joint au mouvement, finalement. Mais c'est elle qui initie tout ça. D'accord? Ensuite, donc, on va faire le zoom sur Rachel. Après, on va expliquer en vérité quelles sont ensemble, comment elles nous apprennent justement à surmonter toutes les épreuves de la vie. Rachel, alors comme je vous dis, c'est un peu le contraire. Pourquoi? Parce que elle, c'est celle qui a le destin prometteur depuis petite, etc.
Et en vérité, comme je vous dis, à chaque fois, en fait, on a l'impression qu'elle passe à côté de l'occasion de sa vie. D'accord? Son mariage, le fait de construire une famille, le fait de donner naissance, c'est terrible. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, on fait le zoom de l'histoire sur Rachel, ok? Sous la roupa, qu'est-ce qui se passe? C'est que, eh bien, elle a décidé de donner à Léa, de lui donner sa place. D'accord? On ne va pas rentrer trop dans les détails, on va rester sur ça. Elle a donné sa place à Léa. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Bah, après, on peut s'attendre à ce que Rachel, eh bien, bah, dise ou sous-entende à sa sœur que quand même elle lui est un peu redevable. Un peu. Je ne peux pas grand chose, tu vois, j'ai juste rendu un petit service, mais je t'ai quand même donné ma place sous la roupa avec l'homme à qui j'étais destinée. Et pas destinée juste en une histoire d'amour, non, destinée à construire le clan Israël. Et pourtant, c'est très intéressant de voir que Léa, elle a des réactions où tu vois qu'elle se sent pas du tout vis-à-vis de sa sœur. Par exemple, plus tard, alors que donc elles sont dans cette situation, elles partagent, d'accord, le même époux, eh bien, Rachel, elle va voir que le fils de Léa, il a dans la main ce qu'on appelle des doudaïm, des mandragores, d'accord, on va dire des jasmins. Or, c'est des fleurs qui, pour elle, elles sont très précieuses parce qu'elle se dit, waouh, il paraît que ces fleurs, elles ont des vertus fertilisantes. Donc, quand elle voit les doudaïm, elle dit, ah Léa, est-ce que tu crois que tu peux me donner les fleurs de ton fils? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Rachel, elle lui dit ça. Elle dit à Léa, tu peux me donner les fleurs de ton fils? Qu'est-ce qu'elle répond, Léa? Elle lui dit, dis-moi, tu m'as déjà pris mon mari, tu veux prendre les fleurs de mon fils? Là, je dis, excuse-moi, Léa, avec tout le respect que je te dois, qui a pris le mari de qui? Qui a pris le mari de qui? On s'attend pas du tout à une réponse comme ça, c'est hyper choquant. Et comme il explique ça, en fait, le Rav Varden, il dit qu'en fait, pourquoi elle répond ça? Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle manque de reconnaissance. Parce qu'en fait, Rachel ne lui a jamais fait ressentir qu'elle était redevable de quoi que ce soit. Elle lui a toujours dit comme si, bon bah écoute, voilà, je t'ai laissé la place, j'avais pas vraiment le choix, mais écoute, tu me dois rien. Tu me dois rien. Tellement qu'elle a fait de bon cœur en fait. Tellement qu'elle a fait de bon cœur. Et surtout quoi? Elle n'a jamais ressenti le besoin de lui dire ma petite, tu me dois quelque chose. D'ailleurs, même dans cet échange, on s'attend à ce que Rachel elle craque là et qu'elle lui dise, comme on a dit, mais attends, qui a pris le mari de qui? On est bien d'accord. Mais non, Rachel elle se tait. Pourquoi? Parce qu'il explique Rav Pinkus, il dit Rachel, elle a la force de se taire. D'où vient la force de se taire de Rachel? Elle dit, ça vient de sa tsniout. Je dis, quel rapport avec la tsniout? Je comprends pas. Ben, en fait, je vais vous donner la vraie définition de la tsniout et vous allez comprendre. C'est quoi la vraie définition de la tsniout? C'est avoir un atout que je pourrais sortir et je décide de ne pas le sortir. C'est ne pas extérioriser quelque chose qui pourrait me permettre de me mettre en avant. Et non, je le garde pour moi. La vraie tsniout, c'est quoi? C'est par exemple, on parle, Roxane et moi, et grâce à moi, par exemple, son mari a trouvé un job chez Intel, par exemple. D'accord? Et Roxane a dit, ouais, mon mari travaille chez Intel, tatati, tata, maintenant on est là en échange. Moi, j'ai envie de dire devant tout le monde, tu te rappelles qu'il y a 5 ans, c'est moi qui... Et je me tais. Qu'est-ce que j'ai besoin que les gens me disent, ah, c'est grâce à toi, bravo! Non! C'est le signe d'une construction intérieure très forte. J'ai pas besoin de ta validation, j'ai pas besoin des acclamations, j'ai pas besoin qu'on me dise c'est grâce à moi, je m'en fiche. C'est la même chose, pardon, c'est la même chose quand Eliezer disait qu'il était encore son serviteur jusqu'à la fin de... Ah, c'est beau, c'est ça. Ça veut dire... C'est fou. En gros, c'est... Écoute, je suis tellement construite, tellement bien avec ce que j'ai fait, tellement j'ai pas besoin que tu me dises merci ou que tu me fasses des courbettes. Non, j'ai pas besoin de ça. Donc, elle va se taire toute sa vie, en fait. Ce qu'il dit, Rav Pinkus, il dit jamais... La grandeur de Rachel, c'est pas tant ce qu'elle a fait sous la roupa, ce qui est déjà extraordinaire. Mais c'est les 12 ans d'après. Tu serais-tu, toi, pendant 12 ans?
Dis-moi, tu te rappelles que... Jamais. Jamais elle lui a fait sentir que elle lui est redevable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a même pas besoin de merci de sa sœur. Pourquoi? Parce qu'elle se sent bien avec ce qu'elle a fait. Moi, j'ai fait le bien. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Qu'est-ce que tu veux que j'ai de plus? C'est ça la vraie tsniout. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens bien avec ce que je suis à l'intérieur. Je n'ai pas besoin maintenant qu'on me dise ah waouh, ah ceci, ah cela. D'accord? Parce que comme je me rappelle quand j'étais en prépa, il y avait des filles quand elles avaient une colle, elles mettaient le décolleté. Elles me disaient ah ouais, mais comme ça je peux gagner toujours 1 ou 2 points. Alors écoute, très intéressant, mais je préfère ne pas avoir ces 2 points et réviser mon contrôle. C'est ça qui compte avant tout. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'extérioriser, j'ai pas besoin de sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la tsniout. Je me rappelle une rabbine qui s'appelle Sylvie Schatz. Elle disait tu veux travailler ta tsniout? Apprends à ne pas parler de ce que tu fais. T'as rendu service, t'as fait ta tzedaka, t'as fait ça. Déjà apprends ça. Après le reste, ça découle naturellement. Parce que tu te connectes à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Pas besoin du regard des autres. Deuxièmement, Rachel, vous allez voir, on va avoir 4 choses sur son attitude. D'accord? Deuxièmement, on pourrait se dire, ok, elle a fait ça, elle se sent pas redevable. Premier point, d'accord? Deuxième point, tu peux te dire, d'accord, mais elle a fait ça. Ah, c'est Rachel? Non, c'est pour ça qu'elle a accepté. C'est pour ça. Incroyable. C'est magnifique. Donc, j'arrête, on parle de toi. Écoute, on parle de toi. J'adore, c'est incroyable. Parce que depuis tard, elle est sage. C'est que moi. Mais parce qu'elle sait qu'on parle d'elle. Maintenant, Ça change tout. Bah oui, ça change tout. Bon, alors tiens-toi encore 5 minutes sur Rachel. Après, moi. Alors, deuxièmement, on pourrait se dire, ok, elle a rendu service. Elle attend rien de Léa. D'accord. Mais elle attend quand même qu'il y a quelque chose de positif qui sorte de ça. Genre, je sais pas, une petite récompense, un petit truc. C'est comme quand tu dis Hachem, oh, là j'ai pris sur moi. D'accord. Maintenant, j'attends que cet enfant ça aille mieux, que lui il ait des bonnes notes. Que... Or, qu'est-ce qu'il attend après ce recette incroyable qu'elle a fait? Bah, qu'est-ce qu'il attend? Des années et des années d'infertilité. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans. Et Léa qui enchaîne les grossesses. Et pourtant, hein? Et elle n'a même pas de jalousie. Alors on va le voir ça. Et là tu dis, mais tu sais quoi? Moi je fais le bien, mais je n'attends pas forcément de retour de ce que je fais. Vous savez, c'est comme le fait de donner parce que tu veux faire plaisir à l'autre, mais sans rien attendre en retour. Alors elle, c'est pas, elle dit, regarde Hachem, moi je fais le bien, mais j'attends pas de récompense. Et tu pourrais te dire, d'accord, t'attends pas de récompense, mais quand même, là, t'as l'impression que le destin, il s'acharne contre toi. Vous vous rendez compte? Après ce qu'elle a fait, 12 ans d'infertilité, mais c'est terrible. Je dis, mais attends, j'ai fait le bien, et c'est ça que je reçois en retour. Vous savez, c'est comme une fois, mon mari il est parti rendre visite à quelqu'un qui était malade, à l'autre bout de la ville, là-bas, à Yad-Eliyahu, à Réhout. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôpital Réhout. Bon. En tout cas, donc, il y va, il passe l'après-midi là-bas, et une semaine après, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit un PV qu'il a été sur la voie de bus, d'accord? 500 chez elle. C'est ça. Et là, alors quand tu fais une mitzvah et t'as un PV, tu dis, Hachem, genre, je t'ai pas demandé de récompense, mais au moins, genre, sois sympa, quoi. Et t'as l'impression que si j'avais pas fait cette mitzvah, bah, tu vois, en fait, ça vaut pas le coup de faire le bien, quoi. Alors, en vérité, ça, c'est une grande illusion du Yetzer Hara. De toute façon, quoi qu'il, le PV, t'aurais dû l'avoir. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te le met là, dans cette action. Pour que quoi? Pour que tu regrettes. Pour que tu n'aies plus envie de le refaire. Tu dis, ah bah vous sortir ça, rendre service, ah bah alors... D'accord? Et je me rappelle, quand j'ai donné cet exemple à mon mari, il m'a dit une réponse très très belle, il m'a dit, mais de toute façon, qu'est-ce que je m'en fiche? Qu'est-ce que c'est 500 shekels à côté de réjouir un juif? Il m'a dit, si tu avais vu le visage quand je suis arrivée, qu'on a passé l'après-midi ensemble, mais qu'est-ce que...
voyez ce que je veux dire? Je dis, mais le srout de faire du bien, en fait, ça me suffit, c'est ça ma récompense. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ça, c'est Rachel. Rachel, vous voyez, contrairement à Léa, elle n'est pas du tout attachée au résultat. Léa, elle voit, elle constate que ça marche, elle cultive ça. Vous avez remarqué, dans les noms, il y a Shachar, Osher. Rachel, elle est absolument détachée du résultat, de dire, fais le bien, ma fille. Tu sais, c'est comme les grands-mères, elles disent, fais le bien et oublie. Vous connaissez ça? Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, fais le bien et oublie, mais souviens-toi du bien qu'on t'a fait. Ouais, c'est vrai. D'accord? Enfin, ma grand-mère, elle disait comme ça. Donc, elle s'est dit, regarde, moi je suis une Annie Tova, je suis une bonne personne. J'ai contribué au bien, même si j'ai pas vu le résultat immédiat, je m'en fiche. Et Hachem, il est fier de moi. C'est comme ça qu'elle se construit, Rachel. C'est pour ça qu'elle est très solide. Qu'est-ce que j'ai besoin que je dise merci? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir qu'après ça va bien? Ça n'a rien à voir. De toute façon, je les aurais eu ces 12 ans d'infertilité que je faisais un petit peu pas ça. Par contre, le bien, ça, je l'ai fait. Et personne ne peut m'enlever ma mitzvah. C'est très puissant. C'est très, très puissant. Troisièmement, elle pourrait regretter. Elle pourrait regretter. À un moment, tu dis, je sais pas, enfin, je veux dire, t'as fait ça, tu vois que ça marche pas pour toi. Il y a tous les gens qui te regardent. Ah ouais, c'est elle qui est... Ah oui, mais elle a plein de bébés, et elle. Maman, tu peux dire, attends, finalement, pourquoi toujours c'est moi la bonne poire? Je pourrais regretter. Non. Mais Anna Leinachem, elle refuse de regretter. C'est comme ça que c'est écrit dans Yirmiyahu. Mais Anna Leinachem, elle regrette pas. À aucun moment. Et d'ailleurs, regardez ça. À qui elle a transmis ça? À Yosef. À Yosef. Pourquoi? Parce que son fils, qu'elle va avoir au bout de 12 ans, bien des années plus tard, alors qu'à l'âge de 17 ans, il est jeté en Égypte. D'accord? Et qu'il est tout seul, et qu'il est paumé. Il y a la femme de son patron, Madame Potiphar, la plus belle femme du monde, Miss Monde, qui vient et qui lui fait des avances ouvertement alors qu'ils sont seuls dans la maison. Et Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Alors, au début, il est dans un état vulnérable. Il est sur le doigt de craquer. Et à un moment, il se reprend en main et il s'en va. Et du fait qu'il s'en va, hop, vous connaissez les trucs. Elle lui prend son habit. Du coup, elle a une pièce compromettante. Et pour se venger, elle raconte qu'il a essayé de la violer. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il hérite de ça, de la bonne action qu'il a fait, Yosef? 12 ans de prison. Comme elle a eu 12 ans d'infertilité, elle ne regrette pas. Yosef, tout le moment où il était en prison, il aurait pu dire, eh ben voilà, tu vois, ça sert à rien, faut pas faire le bien, et machin, j'aurais dû craquer, mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai été un idiot, moi, de vouloir, selon mes principes, de pas aller... Il avait 12 ans pour ruminer, il avait 12 ans pour merger, comment on dit? Vous savez, merge. Pour, comment on dit merger? Cogiter. À aucun moment il a regretté. Il était, nous dit le Rav Matityahu Salomon, il était bessimra, dans la joie de ce qu'il a fait. J'ai fait le bien, j'attends rien en retour. Et même si j'ai l'illusion que c'est ça qui m'a amené en prison et ceci et ceci, mais attends, ça c'est une illusion du Yetzer Hara. Et je sais que ça va bien finir à Kol et Tova, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps. C'est très très puissant. D'accord. Et comme tu as dit, Géna, en quatrième point, Rachel n'est pas jalouse de sa sœur. Et je vous dis, même quand moi je le dis, j'ai du mal à le croire. C'est-à-dire, je le dis parce que c'est écrit dans les textes. Lokanitiba. Lokanitiba, c'est écrit comme ça dans Midrash Rabbah sur Echa. Elle a dit, je n'ai jamais été jalouse de ma sœur. Mais attends, c'est pas possible. Je peux pas croire que Rachel, quand elle était dans son lit, sous sa couette, et que sa sœur, elle était à son 3e bébé, elle n'était pas en train de la détester. J'ai du mal à le croire. Pourtant, c'est vrai. Pourquoi? Parce que comme on a dit, Rachel, elle est tellement construite que du coup, elle sent que le fait que sa sœur a un beau destin, ça ne veut pas dire qu'elle lui a volé son destin à elle, à Rachel. C'est ça la jalousie. La jalousie, c'est quand quelqu'un il s'épanouit, il se réalise. Tu dis, ah, ça aurait dû être moi. Quel rapport? Chacun son destin. Hachem, il s'occupe d'elle, la brioute. Ah, une tova, j'ai un bon œil. Et Hachem, il s'occupe aussi de moi. Pour l'instant, je vois pas les fruits, mais c'est pas grave. J'avance, je suis shléma avec moi-même, je suis construite de l'intérieur, je suis fière de moi, je sais que de toute façon, je suis sur le bon derrière, je suis sur le bon chemin, et ça me suffit.
D'accord? Donc, comme je vous ai dit, elle ne se met pas en avant. Elle ne regrette pas. Elle attend rien en retour. Et elle n'est même pas jalouse parce qu'elle est en paix avec elle-même. C'est incroyable. Ouais. Maintenant, on passe à la troisième partie du cours. Je vous ai dit, c'est un cours très... C'est bon, vous me suivez ou pas? En vrai, là, si elle a voulu des enfants, c'est pour créer quelque chose avec Jacob, parce qu'elle aurait pu se suffire comme ça. Bien sûr. Tout à fait. Alors, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle vient de nous apprendre. Déjà en soi, c'est une leçon. Mais cette année, j'ai décidé d'aller plus loin. D'accord? En fait, si tu veux pas te décourager dans la vie, eh ben, il y a une chose à faire, c'est être fier de soi. D'accord? Je m'explique. Imaginons que il y a quelqu'un qui t'a pas très bien parlé. D'accord? Et toi, tu as dit, oh, je n'ai même pas envie de lui répondre à cette personne. Et tu passes ton chemin. Alors, ça c'était, on va dire, la première épreuve. Est-ce que je m'abaisse à lui répondre devant tout le monde ou est-ce que je garde ma dignité? D'accord? Eh bien, j'ai surmonté la première épreuve. D'accord? J'ai eu de la tenue, de la retenue, je suis très fière de moi et j'avance. Ok. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Elle est toujours en deux volets. Souvenez-vous. La première, c'est quoi? C'est l'épreuve en elle-même. Je réponds ou je réponds pas? J'humilie ou j'humilie pas? Il y a toujours une deuxième épreuve. C'est quoi? C'est est-ce que je suis contente de ce que j'ai fait ou est-ce que je regrette? La conséquence. Vous connaissez ou pas ces moments où tu dis ouais. J'aurais dû lui dire, j'aurais dû faire ça, tu refais la conversation et quand elle a dit ça, j'aurais dû truc et machin. Bah du coup, en fait, ça fait que la première victoire que tu as eue, elle se transforme en envie de surtout pas faire ça la prochaine fois. Donc c'est pas une victoire, en fait, ça va devenir un échec. Pourquoi? Parce que comme tu n'es pas fier de toi, eh bien en fait tu as l'impression de subir ton bon comportement. Vous connaissez ça? J'en ai marre d'être une bonne poire, j'en ai marre d'être gentille, j'en ai marre de tout. Mais c'est fou parce que nos émotions c'est toujours en fait relié au passé et au futur. Ouais. C'est j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça dans le passé. Et comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va être dans le complètement? Au final le présent tu le vis bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une fuite. En fait on est là-bas quoi. Donc, quoi, il faut toujours être fier de son comportement, sinon ça ne tient pas. Je vais vous raconter une petite histoire, vous allez très bien comprendre. Il y a un ami de la famille qui s'est retrouvé très endetté. D'accord? Très très endetté. Et du coup, il a commencé à enchaîner les petits boulots. Le soir, la nuit, il avait trois travails. Voilà. Et en fait, pour pouvoir rembourser sa dette, s'en sortir, payer son loyer et tout, il a passé une période très difficile. Arrivé dans un certain milieu, on va dire un certain groupe de bonhommes, il y en a un qui lui dit ah mais tu sais nous on fait du phoning, des trucs comme ça, tu bosses 2 mois chez nous, tu te refais. Et là comme ça il me dit je vois le genre il me dit je sens que je vois le Satan en personne, je vais si tu travailles 2 mois et ça paraît rien. Maintenant vous avez compris que c'est des arnaques. Et bah comme Youssef il a décidé de partir de ce milieu, il a décidé de... Je peux pas rester avec ces gens-là parce que je sens que je vais craquer en fait, je peux pas. C'est un moment, eux ils claquent des, je sais pas combien de 1000 euros, 1000 shekels, 1000 trucs machin sur tout et n'importe quoi. Et moi, je dois travailler jusqu'à 23h en tant que serveur, après je compte mes pourboires pour pouvoir payer mon loyer. Je peux plus. Et il m'a dit, Joy, il m'a dit comme ça, si j'étais pas tous les matins en train de me dire, je suis fière de moi de me regarder dans la glace, et je suis fière de moi d'être quelqu'un de droit, j'aurais craqué. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire tous les efforts que tu fais, ils sont réduits à néant si tu n'es pas fier de toi. Il dit comme ça, Rav Jacobson, il dit en vérité dans la vie, tu as toujours un deuxième volet qui est Sipuk o Ahmadsa. C'est quoi Sipuk o Ahmadsa? Est-ce que je suis satisfaite de moi ou est-ce que je m'en veux d'avoir été quelqu'un de bien? Et si tu t'en veux d'avoir été quelqu'un de bien, sache qu'en fait, après, tout ce que tu as construit, en fait, ça va se revenir en boomerang. C'est pour ça que c'est tellement, 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 tellement important d'être fier de soi. C'est en fait la pièce manquante à toute notre construction personnelle.
Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je fais des efforts, j'essaye de bien, je progresse dans la tsniout, je progresse dans ça, je fais ça. J'arrive plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas assez fier de toi, tu ne cultives pas assez ça, ce sentiment de te dire waouh, Ani Tova, je suis quelqu'un de bien. Waouh, Ani Baderech, Anechona, je suis dans le bon chemin. Et si tu ne te le répètes pas tous les jours devant ta glace, en fait, tu te décourages. Tu décourages, tu te dis, mais je suis une bonne poire en fait. Oui. Tu connaissais pas ce à quoi bon? Non? Très bien. Parce qu'elle, elle est comme Rachel, elle est construite, Sarah. Bon, on a compris. Donc, écoutez comment c'est exceptionnel. En vérité, vous avez en fait là 2 démarches de satisfaction. Maintenant, vous avez bien compris que si tu ne fais pas toi-même ta propre satisfaction, c'est la frustration qui s'installe par défaut. Vous avez compris ça? D'accord? Je vous donne un autre exemple. Mon fils s'est fait renvoyer parce qu'il a frappé. Bon. Il est arrivé tout penaud comme ça et tout. Et je lui ai dit, mais bon, il faut vraiment que on trouve des solutions pour que la prochaine fois que tu as envie de frapper, ça n'arrive pas. Il me regarde, il me dit, mais maman, ça fait depuis le début de l'année 3 fois que je faillis de frapper et que je frappe pas. Alors je lui dis, oui, mais tu vois, en fait, nous, on ne peut pas le voir. Il n'y a que toi qui peux le voir. Donc, il n'y a que toi qui peux être fier de toi. Il faut que tu sois fier de toi. Et c'est ça qui va te donner la force au fur et à mesure de ne plus avoir envie de frapper. Parce que tu vas te regarder dans la glace et je suis fière d'être un garçon qui ne frappe pas les autres. On ne peut pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Au final, il n'y a que toi qui peux être fier de toi. Si c'est embêté et que... Non, c'est pas... Tu vois? Ah non. Merci pour le casse-route. Merci. Et bah écoute, chaque enfant avec ses challenges. Ok? Alors, en vérité, qu'est-ce qu'on a? On a une Léa qui te dit, regarde, quand tu fais quelque chose, en vérité, ça crée quelque chose, ça marche. Tu travailles ton couple, tu vas pas forcément les résultats tout de suite. Fais-moi confiance, elle te dit, ça va payer, ça va marcher. Cet enfant que tu investis, et le petit poule, et le machin, et amène-le chez le psy, et amène-le chez l'orthophoniste, et amène-le faire la thérapie avec les animaux et les perroquets. Ça marche pas tout de suite. Ça va marcher, elle te dit, Léa. Fais-moi confiance. Regarde, moi je suis partie avec des données de base qui étaient pourries. Regarde ce que j'ai réussi à créer. Donc tes efforts, ils vont payer. Et ça motive à agir. C'est ça ce qu'elle te dit, Léa. Rachel, elle te dit autre chose. Elle te dit, regarde, ne t'attache pas au résultat. Tu as le privilège de faire le bien et ça te suffit. Et ça, c'est une clé dans tout. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Avec les enfants. Avec la maison. Des fois, tu es là, t'en peux plus. Tu dis, j'ai pas la force de faire à manger, j'ai pas la force de trucs, j'ai la force de rien. Tu regardes tes casseroles, tu te dis, à quoi bon, je vais la flemme. Qu'est-ce qui reste d'un repas que t'as fait? Il reste quoi? Il reste du walou. Enfin non, il reste de la vaisselle. Voilà, c'est tout ce qui reste. Et ça te saoule. Alors Léa, elle va te dire, regarde, je t'explique. Tu sais, toutes ces actions que tu fais au quotidien dont tu ne vois pas le résultat immédiat, toutes ces actions, elles sont porteurs de fruits. Pourquoi? Parce que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus des millions d'actions ensemble qui font que dans 15 ans, cet enfant, tu vas l'amener sous la roupa, tu vas dire, j'ai construit un Ben Adam. Donc quand tu fais ta soupe et tu dis, ça me saoule, souviens-toi de ça. D'ailleurs, on devrait, sous la roupa, je pense que chaque mère devrait avoir un mock-up, tu sais, de marketing. 550 coups de fil, 1300 repas, 2400 adressives, 250 conversations à 23h quand t'as envie de te coucher, 1250 fois où tu t'es pas énervé alors que tu vas... Tu vois, t'arrives avec ton mock-up, voilà, c'est moi. Regarde. Voilà, et ben non, en fait, comme je vous ai dit, si toi t'es pas fier de toi, il n'y a personne qui va l'être. T'attends les autres qui t'applaudissent, Rachel t'a dit non, ça sert à rien. Soit toi t'es fier de toi, ça te suffit. D'accord? Et alors, ça c'est Léa, elle te dit, regarde, ça a du sens, ça avance, tu crées quelque chose, tu crées un projet qui te dépasse et sache que chaque effort que tu as mis, dans quelque domaine qu'il soit, il est porteur de fruits. Et t'as Rachel qui dit, tu sais, le résultat, peu importe,
t'as tellement de chance d'être maman. Pourquoi tu t'attaches au résultat? Peu importe. Oui, tu crées des bnadas, mais surtout, le matin, tu te dis, mais j'ai trop de chance que Hachem il m'a confié, c'est les Charlotte. Mais j'ai trop... Tu sais, des fois, tu dis, en fait, j'ai juste posé ma tête dans le creux de l'épaule de cet enfant et je vais juste profiter de cet instant. Me dire, mais combien de chance j'ai d'être maman. Et le reste, peu m'importe. Et ça, en vérité, c'est les deux ressources de satisfaction d'une personne. C'est... Premièrement, c'est la valorisation. Réalise qui tu es. Ça, c'est Rachel. Réalise tout le bien que tu fais. Et ne t'attache pas au résultat. Attache-toi aux bonnes actions en elles-mêmes. Tu as fait ce que Hachem attend de toi. Il te fait confiance. Et il est fier de toi. Et c'est pour ça qu'il te donne tellement d'occasions de te réaliser, de te construire. Même si des fois, c'est pas facile. Il te fait confiance. Et il a un zoom sur toi. Et il est fier de toi. Réalise qui tu es. Ça, c'est Rachel. De l'autre côté, tu as Léa qui te dit, rends-toi compte de ce que tu fais. Rends-toi compte que toutes les actions que tu fais, elles engendrent des choses extraordinaires. C'est comme avant la tefila. Avant la tefila, tu es démotivé. Tu regardes le sidour, je fais ma tefila, je la fais pas, je fais pas. Alors, premièrement, valorise-toi. Hachem, il attend ma tefila. Hachem, il veut que je lui parle. Hachem, il a ouvert un WhatsApp perso avec moi qui a été ouvert déjà il y a 4000 ans et dans lequel j'ai ma place. Et sans ma tefila, il manque quelque chose à Hachem aujourd'hui. Deuxièmement, c'est, mais ma tefila, elle est nécessaire. Le Ham Israël, il a besoin. Quand je fais ma tefila, je crée, je dis pas des mots, je fais pas une récitation, je suis en train de créer des mondes. Si ça se trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui a été sauvé dans le Ham Israël grâce à ma tefila aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Réalise, rends-toi compte de ce que tu fais. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose qui nous construit, c'est la sensibilisation à ce qu'on fait. Valorisation et sensibilisation. Alors, je vais vous donner un dernier exemple et ce sera la conclusion. Pourquoi en fait? Parce que quand j'ai mergé, cogité pour préparer ce cours et que j'en suis arrivée à cette conclusion, j'ai fait oh, mais c'est incroyable, c'est ce qu'on a mis dans le livre. Dans le livre S'élever avec ses enfants, on a mis un exemple tout bête. Il est sous forme de BD, c'est une histoire, 3 dessins. Et en vérité, c'est le résumé du cours d'aujourd'hui. Une mère, elle vient voir son fils, elle lui dit, n'oublie pas que tu as rendez-vous avec mamie aujourd'hui. Alors il lui répond, il fait, ah non, j'ai foot avec les copains. Alors elle dit, non, on ne peut pas annuler une chose comme ça. Tu dois y aller. Bon, alors tu vois qu'il écoute sa mère, il y va. Donc il fait la bonne chose à faire, il va voir sa grand-mère. Après, une fois que l'amertume elle a un petit peu passé, et bien en fait ça s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que si ça s'arrête là, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, la prochaine fois je ne vais pas dire à ma mère mon programme, elle va me laisser tranquille et au moins je vais faire ce que je veux. D'accord? Parce que quoi? On a dit s'il n'y a pas satisfaction, il y a quoi? Frustration. D'accord? Après du coup, tout ce que j'ai fait, j'ai pas envie de le refaire. Alors tu as une mère qui vient le voir et elle lui dit 2 choses. Premièrement, elle lui dit, bravo d'avoir respecté tes engagements. Ça, c'est être un homme. Valorisation. Réalise qui tu es. Et ensuite, elle lui dit, ah, mais tu sais, j'ai jamais vu mamie aussi contente que depuis cet après-midi. T'es magicien ou quoi? Rends-toi compte de ce que tu fais. D'accord? Je pense que c'est la meilleure conclusion. Et c'est ce qu'on doit se dire tous les jours. Je vous donne des devoirs. Dites-vous tous les jours dans la glace, réalise qui tu es et rends-toi compte de ce que tu fais. Et pareil avec les enfants, quand ils ont surmonté quelque chose, félicitez-les. Apprenez-les à avoir le goût de la satisfaction, de l'autosatisfaction. Waouh! Bravo, ça c'est être quelqu'un de bien, ça c'est être responsable. Et regarde le sourire que tu as donné à ta sœur, c'est extraordinaire ce que tu arrives à faire. D'accord? Et c'est comme ça qu'on leur donne le goût d'avancer et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Bravo.